Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de Mix, la marque de mobilier personnalisable qui sponsorise cet épisode. Mix, c'est une marque berlinoise créée en 2014, dont l'ambition n'est autre que de nous proposer des meubles à composer selon nos propres goûts. Avec une base d'éléments déclinés en différentes couleurs et matériaux, on peut donc imaginer et construire son dressing, sa table, sa bibliothèque et même son canapé. Alors pour retrouver, voir, essayer les meubles Mix, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, la marque s'écrit MYCS, ou pour les Parisiennes et pour les Parisiens, à visiter directement le showroom rue Réaumur. Allez, place à l'entretien de la semaine. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Pour introduire cet entretien, je voulais vous raconter une histoire. L'histoire de Paul, retraité, qui vit avec son épouse une vie de couple intellectuellement riche, socialement développée, où les activités sont nombreuses. Et pourtant, chaque soir, Paul et son épouse dorment séparément. Et depuis plus de 35 ans, ils vivent une période d'abstinence, sans pour autant répudier l'autre corps, et sans relation extra-conjugale non plus. Ils n'en parlent pas, cela ne semble pas poser de problème, personne n'a l'air malheureux, alors il n'y a pas de sujet. Et pourtant, à bien y réfléchir, il y a peut-être quelques stigmates du passé, quelques frustrations bien enfouies que Paul a fait mine de ne pas voir, de ne pas tenir. Et puis c'est passé. Et puis au fond, avec son épouse, ils s'aiment, alors ça va. Cette histoire, Emmanuel Richard nous la raconte dans son livre qui vient de sortir chez Flammarion, Les corps abstinents. Dans ce recueil de témoignages, à mi-chemin avec l'essai, Emmanuel Richard place la notion d'abstinence au centre, celle qui, au final, fait appel à ce qu'il y a de plus commun dans nos vies. L'amour, la séduction, la libido, la masturbation, l'autre, le désir, la confiance, l'engagement, le corps, la tendresse, les codes, le couple, le sexe, les sentiments, les envies, les frustrations. Bref, l'abstinence est un thème presque collectif. Emmanuel Richard met donc ici en exergue des témoignages d'inconnus, mais aussi le sien. Ce qui n'est pas sans nous rappeler que la littérature est toujours une affaire de soi. Et avec Emmanuel Richard, on va parler de la charge sociale que représente la sexualité, des stéréotypes à déconstruire autour de la question, ou encore la question de l'intime en littérature. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut avoir tendance à être tabou. Et pourtant, rare sont les sujets qui touchent au monde si directement, puisqu'il s'agit, à travers cet ouvrage Les corps abstinents, moins de décrire des situations d'inconnus, et la tienne, que de penser sa propre sexualité à travers ces situations. Et l'abstinence, on le voit bien dans ce livre, c'est le premier angle d'ailleurs, elle peut être subie, elle peut être choisie, et au final, il n'y a pas vraiment de contours, c'est difficile de les tracer, ces contours de l'abstinence, il n'y a pas de profil type. Non, il n'y a pas de profil type. Moi, ce dont je me suis aperçue et que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, il y a autant d'histoires et de contextes qui mènent à cet état, parce que pour moi, c'est un état d'abstinence qu'il y a de personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très variable. Et après, moi, je pense que ça... Enfin, moi, je la définis comme le fait d'avoir une libido, d'avoir envie de faire l'amour, et pour un tas de raisons X, de ne pas parvenir à le faire, soit parce que on n'est pas dans un état, dans un climat émotionnel qui est assez bon, ou alors si on n'est pas dans un état physique ou psychique qui va dans ce sens-là, ou même parfois un état matériel. Donc il y a plein de raisons qui peuvent mener à ça. Et c'est ce qu'on voit dans le livre. Et pourtant, basiquement, collectivement aussi, on a souvent tendance à parler de sexualité comme quelque chose de partagé déjà, mais aussi comme quelque chose dont le caractère excessif, voire transgressif, est très présent, voire valorisé également, au détriment de la sexualité solitaire, par exemple. Car oui, on y reviendra, mais être abstinent, ça ne veut pas nécessairement dire ne pas avoir de libido, comme tu viens de le préciser, ni être célibataire d'ailleurs. Au final, la sexualité, si on part du principe qu'elle se rapproche presque du mercantilisme moral, c'est un peu une responsabilité sociale. Est-ce que dans cette optique où la sexualité est une charge sociale, être abstinent lorsque c'est choisi, c'est retrouver un peu de calme, c'est se retirer une pression à certains égards. Je pense par exemple
à la séduction qui paraît parfois être une montagne infranchissable pour certaines personnes. C'est vrai qu'il y a, il y a une histoire d'homme en particulier qui raconte comme ça la manière dont il vit le jeu de la séduction comme quelque chose de malaisant. Ouais. Et avec quoi il a jamais su comment faire et par quel bout prendre ça. Et c'est la raison principale pour laquelle lui, l'abstinence est devenue sa norme et la norme de sa vie. Donc, est-ce que être abstinent, c'est se situer dans un temps de pause ? À certains égards, c'est surtout se retirer une espèce de charge sociale qui pèse sur nous. Je sais pas si c'est systématiquement, si on peut systématiquement le situer du côté de la pause, mais après. Je pense que non, mais justement. Mais après, effectivement, c'est comme, ça permet parfois de sortir du jeu de la séduction, ça permet d'enlever la charge érotique qu'il peut y avoir entre les rapports genrés et d'enlever cette pression-là. Il y a une très jeune fille, il y a même plusieurs jeunes filles qui parlent de ça, du fait que ça leur a enlevé un poids dans leurs relations interpersonnelles, amicales, etc. De plus envisager les garçons, parce que c'était des jeunes filles hétéros, comme des proies potentielles et qu'elles se sont senties libérées à cet égard. Et après, il y a quelque chose qui revenait souvent aussi, c'est le fait que l'abstinence, ça peut aussi être un temps de pause qui va mener à une prise de recul. Et celle-ci va éventuellement mener à mieux déterminer ce qu'on veut soi vraiment, ce qu'on attend de la sexualité et ce qu'on attend des relations et de l'amour parfois. Ce qu'on attend vraiment soi et non ce que la société nous voudrait que l'on fasse. Justement, en réalité, ce qui se joue avec l'abstinence, c'est qu'elle nous montre qu'il faut nécessairement se détacher de ce qu'on croit connaître des autres, de ce qu'on pense qu'ils désirent. Et en fait, il faut casser les stéréotypes, il faut questionner les modèles qu'on a. Je cite la page 149 de ton livre. Après avoir changé d'avis de nombreuses fois, je considère le sexe avec partenaire comme une envie non essentielle érigée en besoin par les fictions sociétales. Il y a beaucoup de mots-clés. C'est à cause de certains stéréotypes, à certains égards, que l'abstinence engendre une honte sociale ou qu'un sentiment de misère sexuelle peut apparaître chez certains. Je pense vraiment que ce que tu disais tout à l'heure par rapport au tabou, c'est le cas pour l'abstinence, c'est un des tabous ultimes. Et dès qu'on va pas se situer du côté d'une sexualité partagée, existante et fréquente et régulière et épanouie, d'une sexualité qui serait nécessairement heureuse et facile, tout de suite ça nous fait basculer du côté de la normalité ou de la monstruosité. Et je sais pas pourquoi c'est devenu... on est passé d'un truc de libération sexuelle à un espèce de devoir de jouir et quelque chose qui concernerait tout le monde. Et c'est devenu comme un genre de problème de santé publique, alors que pour moi, la sexualité, c'est vraiment la chose à soi. Et je pense que ce livre, c'est vraiment pour moi, ce livre, c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont compliquées, donc il y a une charge de souffrance et ça contourne pas du tout la question de la frustration, mais je pense que avant tout, c'est un livre de prise de pouvoir, d'émancipation et de récupération de la sexualité comme chose à soi. Et oui, et puis en plus, il y a aussi ce hiatus permanent qui est énorme entre ce qu'on imagine de la sexualité surréelle des autres et la sexualité réelle, l'intimité réelle. Et je pense que les images qui sont véhiculées, elles présentent le sexe partout de manière très crue, ce qui est malgré tout en décalage. C'est comme si c'était très libéré dans les images, mais dans les discours, il y a quand même un truc très pudibond, j'ai l'impression. Donc il y a cette espèce de paradoxe. Et je sais plus où je voulais en venir, j'ai digressé. C'est pas très grave. On vient de parler des frustrations, par exemple. Ouais. Tout ça, ces stéréotypes ancrés, ça peut créer des frustrations, évidemment. Oui. Mais aussi, un truc qui m'a intéressé, c'est des idéologies. C'est un tout petit passage dans le livre, c'est même quelques mots. L'idéologie incel. Ouais. Alors, en anglais, attention, involuntary celibate. Ouais. C'est un mot valise qui veut dire, en gros, célibataire involontaire. Ouais.
Et t'en parles dans le livre, je connaissais pas du tout. Ah, tu connaissais pas ? Non, je vais expliquer, c'est intéressant. C'est une idéologie qui est prônée par des individus qui sont très souvent des hommes, qui se jugent incapables de trouver un partenaire amoureux ou sexuel. Et de ce fait, ils détestent les femmes et surtout, ils développent et militent pour une certaine... Ils détestent spécifiquement les femmes, mais en fait, ils détestent tous les gens qui réussissent là où eux échouent. Donc, ils détestent tous les gens qui sont en couple. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un gros motif qui est la misogynie. Et il y a eu des tueries de masse, il y a eu plusieurs tueries de masse au Canada, je crois, et aux USA. C'est en tout cas ce que tu dis dans le livre, donc je pense, j'espère que c'est ça. Oui, non mais c'est ça. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. Et donc ça implique peut-être de quand même redéfinir certains codes, comme ceux de la masculinité par exemple, qui apportent des petites réjouissances comme le sexisme ordinaire, ce genre de petites choses. Et ça passe par quoi ? Moi je crois que ça passe un peu par ton livre par exemple, mais ça passe par quoi selon toi de redéfinir ces codes ? Je pense que redéfinir ces codes de masculinité, entre autres, ça passe vraiment par ce qui se passe depuis l'émergence de MeToo, en particulier, qui est quand même un truc massif, passionnant. Ouais. C'est le partage d'expériences et donner à entendre des paroles d'hommes et de femmes sur le plus de sujets possible, et peut-être particulièrement autour des questions de relations, de sentiments, de sexualité, d'amour, etc., ça permet justement de saper, et, alors peut-être pas de saper, mais de faire bouger, ou en tout cas de remettre en question, ou de désavouer ces stéréotypes. Au moins de les questionner. De les questionner pour le moins, et qui en fait, qui enferment tout le monde, et qui sont un problème autant pour les hommes que pour les femmes, et on irait tous tellement mieux, et le sexe serait tellement plus amusant et intéressant s'il n'y avait pas tout ça. Et tu viens de prononcer le mot-clé, problème. Je le disais au début, mais l'abstinence, elle est vécue comme quelque chose de socialement et de sociétalement peu avouable, alors même qu'elle peut devenir un but pour certaines personnes. Alors, comment tu as fait pour trouver ces 37 personnes, je crois, qui se sont livrées à toi ? Quel a été le dispositif, notamment en ce qui concerne la confiance, l'anonymat, etc. Alors, il y a 15 hommes et 22 femmes. Et au début, je pensais justement qu'en raison de ce critère de masculinité qui valorise la sexualité quantitative, avant toute chose, ça serait difficile de trouver des histoires d'hommes. Ouais. Et ça n'a pas du tout été le cas, donc ça m'a rendue très heureuse, et je me suis dit que c'était peut-être un signe que les choses commençaient à bouger. Donc ça, j'étais vachement contente. Et sinon, le dispositif, comment j'ai fait ? Au début, j'en ai parlé à mon cercle de connaissances proches. Après, moi, j'ai publié des appels à témoignages sur mes comptes Instagram et Facebook. J'avais aussi passé une annonce dans le Courrier du Cœur du journal Libération. Ok. Ça a marché. Et sinon... Ah oui, et après, moi, j'ai passé des annonces sur Haven, donc le site des asexuels en France. J'ai passé une annonce aussi sur Doctissimo. Et après, j'ai essayé d'atteindre jeuxvideo.com. Je me suis fait jeter à chaque fois. Jeuxvideo.com, ok. Mais je pensais que c'était un bon endroit pour trouver un certain type de témoignage. T'as raison. Et sinon, moi, après, j'ai contacté pas mal d'Instagrammeurs qui font beaucoup d'éducation sexuelle, ou justement qui travaillent pas mal sur les questions des stéréotypes. Et il y en a quelques-uns qui ont relayé mon appel à témoignage. Donc ça s'est passé comme ça. Ok. Est-ce qu'il faut ausculter leur classe sociale à ces gens pour comprendre leur abstinence ? Alors moi, je suis pas du tout sociologue, donc je sais pas du tout un travail de sociologie. Je sais que ce thème t'intéresse. Ce thème m'intéresse carrément beaucoup. Du coup, je me suis demandé si c'était un élément déjà que tu avais pris en compte pour... J'aurais aimé, mais après, pour prendre en compte cet élément et pour qu'il soit significatif, il aurait fallu un échantillonnage de beaucoup plus de gens et un temps de travail beaucoup plus important. Et il aurait fallu au moins, je sais pas moi, 1000 personnes, et c'était pas du tout dans mes capacités. Après, en tout cas, moi, ce qui m'importait, ce que j'essayais de faire, c'est de montrer des âges les plus variés possibles. Et ça, je pense que c'est un truc qui est présent, puisque la plus jeune des personnes a 18 ans, et puis la plus âgée a la soixantaine. Mais après, je pense que mécaniquement, d'un point de vue sociologique, les gens qui ont répondu, c'est les gens qui s'intéressent à mon travail d'écriture que je peux faire en littérature, soit des gens qui s'intéressent justement à ces questions d'éducation sexuelle, soit les lecteurs de Libération. Donc forcément, de facto,
c'est pas du tout sociologiquement représentatif de toute la France ou non, bien sûr que non. Alors tout ce dispositif littéraire, en réalité, il est passionnant parce qu'il pose 1001 questions, en tout cas il m'a posé 1001 questions qui se rejoignent un peu toutes. Parmi ces questions, est-ce qu'on peut officialiser l'abstinence ? Est-ce qu'il y a une temporalité de l'abstinence ? À partir de quand est-ce qu'on est abstinent ? Est-ce qu'on est toujours l'abstinent de quelqu'un ? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il y a un désir plus acceptable qu'un autre ? Enfin bref, il y a beaucoup de questions. Mais, alors tu n'es pas sociologue, mais tu t'es, j'imagine, un peu renseigné. Est-ce qu'on a quantifié ? Est-ce qu'on a donné des chiffres de l'abstinence ? Est-ce qu'il y a des statistiques ? Mais justement, c'est un chiffre que j'ai pas trouvé. Les chiffres les plus précis que j'ai trouvés, et il y en avait pas beaucoup, c'était sur les gens qui avaient pas eu de rapport sexuel depuis 1 an. Mais comme pour moi, justement, l'abstinence, c'est un état. Mais dans ton livre, ouais. il y a un type qui dit au bout je sais plus, 2 mois, disons, pour lui, à bout de 2 mois sans sexe, il est abstinent, tu vois. Donc c'est pour non, ça mais c'est ça, pour moi, c'est un état qui débute dès lors qu'il y a du manque. Ouais. Et ce manque, le ressenti du manque, il va être différent selon les personnes. Et il y a des personnes chez qui ça va être au bout de quelques jours, chez d'autres, ça va être au bout de quelques semaines ou quelques mois. C'est tellement variant selon les individus. Et je pense que ça, c'est lié aussi à la fréquence à laquelle on était habitué à faire l'amour. Donc je pense que vraiment, pour moi, c'est un état qui débute dès qu'il y a un manque et qui est assez corrélé à la fréquence à laquelle on était habitué auparavant. Ça veut dire que tout le monde potentiellement a déjà été abstinent en fait. Moi je pense vraiment que... Alors déjà je me demande si c'est pas la réalité du plus grand nombre finalement. Ouais. Mais après à part ça, parce que là on parle de l'instant T, mais je suis convaincue qu'on est tous concernés à au moins un moment donné dans sa vie parce qu'on n'est pas toujours ni en mesure ni en état ou en capacité, encore une fois, de climat émotionnel ou je ne sais quoi, d'avoir un partenaire sexuel. Et donc, bah oui, il y a forcément des périodes de vie. Et aussi, on a des sexualités différentes à des périodes de vie différentes. Donc, dans une vie entière, bien sûr qu'on est tous concernés. Tu dis quelque chose de très juste dans le livre. Tu dis que l'abstinence, ça n'est pas la volonté de ne pas créer la connexion charnelle, mais c'est plutôt l'absence de volonté de la créer. En quoi l'importance des sens entre en jeu chez les personnes abstinentes dont tu as fait partie, tu le dis dans le livre ? Parce qu'il y a un point qui revient souvent et que déplorent davantage les gens qui témoignent plutôt que le manque de sexe, c'est le manque de tendresse mais surtout de toucher. Ouais. En quoi l'importance des sens entre en jeu chez ces personnes ? Déjà, je vais juste rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure. En fait, dès lors que c'est choisi, dès lors que les personnes sont sujets, et ben c'est vachement mieux vécu et même dans l'ensemble plutôt bien vécu. Donc ça déjà, et ensuite, alors après il reste que cette difficulté de l'absence du toucher entendu au sens large, elle existe même quand c'est choisi et qu'on est face à des situations d'abstinence plutôt heureuses. Ça reste un manque partagé par tout le monde en fait. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment super dur et ça, c'est cette absence de toucher, mais qui va avec une absence d'intimité partagée, de connivence. Enfin, c'est un truc qui englobe pas mal d'autres choses. J'ai trouvé que c'était la pire chose. Parce que moins on fait l'amour, moins on a envie de le faire. Ça, j'ai trouvé que c'était une tendance plutôt générale, plutôt avérée. Okay. Moi, je l'ai vécu comme ça et c'est ce que les gens m'ont raconté. Mais ce truc du toucher, c'est vraiment un gros truc. Et je pense que c'est aussi parce que le modèle du couple, c'est le plus partagé. Et pour beaucoup de gens, dont moi je fais partie aussi, quand il n'y a pas l'intimité qui est liée à l'intimité de la sexualité à deux, et ben il n'y a pas d'intimité du tout. Et donc il n'y a pas cette possibilité d'étreinte là, elle disparaît totalement et c'est ça qui est super problématique. Et la masturbation dans tout ça, en quoi elle est vécue comme, je sais pas, un palliatif ou un moyen, je sais pas, un moyen en soi de cohabiter avec son désir ? Enfin, quelle représentation il lui donne les gens qui t'en ont parlé ? La plupart des gens vivent la masturbation comme un palliatif, donc un truc qui est clairement moins satisfaisant qu'une sexualité qui serait partagée. Je pense que dans les explications, et ça me paraît faire sens,
l'explication de ça, c'est que quand tu te masturbes, t'as pas de poétique de l'inattendu. Il n'y a pas de surprise, puisque tu fais tout toi-même sur toi-même. Donc cette possibilité, elle disparaît. Mais après, c'est vrai que ça tend à être considéré comme un seul palliatif et donc un truc insuffisant. Mais après, il y a quand même des histoires, et il y en a plusieurs, de femmes notamment, qui ont découvert ou redécouvert leur corps et leur sexualité plus précisément, et même parfois leur autonomie sexuelle et émotionnelle via la masturbation. Donc c'est pas juste un truc négatif, c'est aussi ça peut être vécu comme un formidable outil d'exploration de son corps et de ses moyens d'accès au plaisir. Et comme une sexualité en soi. Et bien sûr, c'est une sexualité en soi. Mais c'est ça le problème avec les fictions sociétales, c'est que la sexualité solitaire, elle n'est pas du tout valorisée, alors qu'elle existe et que... Et qu'elle existe. Ouais, et qu'elle existe, mais c'est comme si on nous enseignait et on nous communiquait tout le temps que jouir tout seul et être tout seul, c'était forcément un problème en soi, alors que... Et je pense que c'est ça qui crée... des sentiments de misère sexuelle, même si ça j'en parle dans le livre, je pense qu'en soi ça n'existe pas, mais c'est ça qui crée un sentiment de malaise et de désespoir parfois, parce que on est à rebours de la doxa, et alors que non, une sexualité solitaire, ça peut être un truc riche et épanouissant. C'est ton 4e livre, et souvent, toujours, tu rejettes la notion d'autofiction et même d'intime, en affirmant peut-être même que l'intime est toujours partagé par d'autres, et surtout que seule la fiction est viable. Et je voulais te faire réagir à ça, à ton rapport à l'intime, notamment à la lumière de ce livre qui semble quand même être la quintessence de l'intime. En fait, j'ai un rapport Quand tu assez écris, ambigu et ambivalent à ça, au sens où, d'un côté, je pense que l'intimité n'existe pas vraiment, parce que je pense vraiment que tout ce qui nous fait honte, ou tout ce qui nous paraît particulier ou un peu bizarre, qui nous serait propre, en fait, je pense que c'est super banal et partagé par beaucoup. Donc je pense qu'en soi, ça n'existe pas tellement. Après, moi, dans la vie, je suis quand même quelqu'un d'assez pudique et réservé, et les conséquences de mes livres dans le rapport que les hommes peuvent avoir avec moi, oui, tu le dis, c'est un truc carrément pénible et qui me gêne beaucoup. Pourquoi, par exemple ? Je sais pas si c'est parce que on a beau être en 2020, on en est toujours à ce truc de comme quoi la sexualité, dès lors qu'elle est abordée par une femme, c'est perçu comme une invite ou un truc comme ça. Mais en tout cas, je remarque que c'est surtout les gens que je rencontre dans la vie réelle qui font pas du tout la différence entre l'écrivain et les narrateurs ou les narratrices, qui font la confusion de ça. C'est des gens avec qui je peux avoir des rapports qui semblent normaux, et dès lors qu'ils m'ont lu, alors pas tous les hommes, mais quand même beaucoup, enfin ça se manifeste tellement souvent que je pense pas que ce soit une vue de mon esprit. Et dès lors qu'ils m'ont lu, c'est comme s'ils se sentaient... c'est comme s'il y avait un verrou intérieur qui pétait instantanément, et c'est comme s'ils se sentaient autorisés tout de suite à être très crus et à me faire des propositions très directes, très vite, et c'est vraiment très chiant. Oui, ça biaise concrètement ta relation. Ouais. Donc c'est potentiellement alors j'ai changé d'avis récemment par rapport à ça. C'est un truc très chiant, et que je trouve toujours très chiant. Mais je pense aussi que ça fait du tri, finalement. Du coup, l'écriture t'aurait permis de faire du tri. Non, mais en fait, donc là on parle de mon intimité à moi. Mais oui, mais justement, non, mais c'est quand même un genre de filtre anti-bouffon. Okay. C'est un peu trivial comme ça, mais je sais. Je pense que c'est approprié. En fait, ça fait du tri, entre les mecs un peu de base, quoi, et ceux avec qui. Enfin, je sais pas comment le dire mieux que ça, mais je pense que ça fait du tri. Est-ce que comprendre tes références littéraires permettrait de mieux appréhender ton œuvre, si tant est qu'il est possible de mieux percevoir une œuvre à la lumière de ce qu'on vient de dire ? Moi, je sais plus si j'ai dit ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse vraiment, c'est les écrivains qui se racontent.
Et à ce titre-là, dans les écrivains vivants, j'adore Maggie Nelson. Je trouve ça incroyable. Je sais pas si t'as lu, mais... J'en ai lu un, comme tout le monde. T'as lu lequel ? Les Argonautes. Il faut lire une partie rouge. Ok. C'est le meilleur. C'est sublime. Je le note pas puisque c'est enregistré. Ouais. Donc Maggie Nelson, oui. Après, tu m'avais demandé un choix culturel. Alors, je sais pas si j'en parle maintenant ou pas. Tu peux, ouais. Quels sont tes... ton, en l'occurrence, donc, j'ai découvert Constance Debré il y a quelques semaines et ça m'arrive vraiment super rarement, mais j'étais un peu jalouse de sa phrase, quoi. Je trouve que sa phrase, elle est incroyable. Je suis d'accord. Je trouve qu'elle va tellement à l'os et elle va tellement loin dans son truc de... Parce qu'en fait, j'ai écouté aussi ton épisode avec elle et je suis d'accord avec plein de trucs qu'elle raconte sur le fait que la littérature, c'est un peu le seul espace de vérité et de liberté totale et que ce qui l'intéresse, c'est ça, sinon c'est que du blabla. Et je trouve que elle y va vraiment à fond. Et elle va vraiment jusqu'à l'os de l'os et c'est hyper courageux, c'est hyper fort, c'est puissant et c'est d'une beauté incroyable. Et après, donc ça c'est la forme, esthétiquement j'ai trouvé ça... ça m'a vraiment terrassé, esthétiquement j'ai trouvé ça dingue. Et après ce qu'elle raconte sur la vie sans gras et tout ce qu'elle raconte sur le fait d'aller à l'essentiel, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Et que tu pratiques ou pas dans... Ouais, pas dans ta vie forcément, mais dans ta littérature déjà. Dans le minimum, comme on dit. Moi, j'aime bien l'économie de moyens. Donc, j'en suis pas à cette espèce de pureté ultime qu'elle atteint, mais c'est vrai que l'économie de moyens, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ok. Annie Ernaux, qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais, Annie Ernaux, ça a été important. Au sens, en fait, il y a eu 3 livres importants au début dont je me souviens. Il y a eu Sa Majesté des Mouches quand je devais avoir dans les 9 ans. De William Golding. Ouais. Après, il y a eu Duras. Moi, j'étais au collège et c'était super important. Mais à chaque fois, ça, c'était des chocs de lecteurs, de lectrices. Mais quand j'ai lu Annie Ernaux, alors là, je devais avoir plus, peut-être la fin du collège. Et là, c'était la première fois où j'ai envié la personne qui racontait ce qui était écrit sur la page. Et j'ai trouvé ça fou et je me suis dit waouh, c'est un truc de puissance et de liberté absolue ce qu'elle est en train de faire. Et je me suis dit ah ouais, je vais être auteur, tu t'es dit ? Je me suis pas, non, enfin je me souviens pas l'avoir conscientisé comme ça, mais c'est la première fois où j'ai ressenti de l'envie par rapport à un écrivain en me disant waouh, quelle puissance. Ouais. Je rappelle que Les Corps abstinents de Emmanuel Richard vient de sortir chez Flammarion. Merci Emmanuel. Merci. Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. J'espère que l'entretien avec Emmanuel Richard vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast. Ça permet tout simplement un meilleur référencement de la quille. Et quant à moi, il me reste juste à vous remercier pour votre écoute et à vous souhaiter une bonne semaine.